Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Elle avait juste besoin d'un sac d'hydratation et d'une paire de bottes pour un entraînement auquel elle avait déjà été autorisée. Mais lorsque le jeune officier derrière le comptoir jeta un coup d'œil à sa veste, il esquissa un sourire narquois. Et quand les lieutenants à proximité virent la tache décolorée, ils éclatèrent de rire. Personne ne lui a demandé son nom. Personne n'a demandé la signification de l'insigne. Mais quelqu'un l'a remarqué de l'autre côté de la salle, un général de brigade. Il n'a pas demandé sa carte d'identité. Il a posé une question, et à sa réponse, le dépôt tout entier est resté silencieux. Vous voulez savoir ce qu'il a vu et pourquoi cela a tout changé? Abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. C'est parti. L'air matinal à Fort Hadwell était si épais qu'on aurait pu le boire une humidité estivale qui accrochait les uniformes avant même de bouger. C'était le genre de chaleur qui rappelait à tous pourquoi on appelait la Géorgie, l'aisselle du Sud. Le soleil grimpait déjà au-dessus des pins, projetant de longues ombres sur le parc automobile tandis que les soldats affluaient vers la formation matinale. Les groupes de PT passaient au pas, leurs appels cadrés résonnant sur les bâtiments de béton comme un battement de tambour qui ne s'estompait jamais. Fort Hadwell abritait la 3e division d'infanterie depuis des décennies, et cela se voyait. Chaque bâtiment usé par le temps, chaque enseigne défraîchie témoignait de loyauté. Tout était construit pour durer, et peint de cette teinte beige militaire particulière qui lui donnait un air à la fois officiel et déprimant. Des panneaux de signalisation bordaient la route principale, indiquant précisément la vitesse autorisée et les ennuis qui en résulteraient. La base affichait cette énergie du lundi matin que tous les soldats reconnaissaient. Fini la liberté du week-end. Le vrai travail allait commencer, et personne n'en était particulièrement ravi. Les moteurs diesel toussaient dans le parc automobile, les sous-officiers aboyaient des instructions qui transperçaient l'air humide. L'odeur du carburant JP8 se mêlait à celle du pain de Géorgie et à l'arôme omniprésent du café industriel du réfectoire. C'était une journée comme une autre, dans une base militaire comme une autre, où la routine était une religion et où tout ce qui sortait de l'ordinaire était vite remarqué. Personne ne prêta attention à la femme qui descendait du Ford Ranger cabossé à l'entrée du dépôt. Léna Trujillo se déplaçait comme si elle avait passé sa vie sur des bases militaires, 52 ans, cheveux noirs parsemés de gris et tirés en un chignon serré qui indiquait que la réglementation était toujours une habitude, même après la retraite. Ses épaules restaient droites malgré un léger accroc dans son pas droit, rappel de cette nuit aux abords de Mossoul où le sol était monté trop vite et trop durement. Elle avait quitté l'armée depuis 8 ans, mais cela ne l'avait jamais vraiment quitté, sa façon de scruter les sorties en entrant dans une pièce, sa façon de se réveiller à 5 heures du matin sans alarme. Ses vêtements civils étaient rangés dans son placard avec une précision militaire, même si personne ne les inspectait jamais. La cicatrice sur son cou était à peine visible au-dessus de son col où une fine ligne blanche là où des éclats d'obus avaient embrassé la peau et poursuivi leur chemin. La plupart des gens ne le remarquaient pas, ceux qui le faisaient savaient généralement qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Il y avait bien sûr d'autres cicatrices, la peau plissée de son avant-bras gauche, là où un fragment d'engin explosif improvisé avait creusé un morceau de muscle, la cicatrice chirurgicale sur son genou, due à un atterrissage d'hélicoptère raté, les cicatrices invisibles que la thérapie avait apaisées, mais jamais complètement cicatrisées. Pourtant, c'était sa veste qui attirait le regard, d'un vert délavé par les trop nombreux déploiements, les manches effilochées aux poignets comme si elles avaient subi une guerre de machines à laver. Le tissu était décoloré par la chaleur du désert et le sable qui s'infiltrait partout, les machines à laver fonctionnant avec un générateur. La couture de l'épaule ne tenait qu'à des fils qui auraient dû lâcher depuis des années, mais qui, tant bien que mal, tenaient bon grâce à la fierté ou à l'obstination. L'insigne d'unité sur son bras gauche était si usé qu'on en distinguait à peine la forme. Des ombres fantomatiques de fils suggéraient des ailes ou des griffes, ou rien du tout. Autour de son cou pendait un vieux cordon d'identification du début des années 2000. Le badge en plastique à l'intérieur était jauni par le temps et plié au coin, le genre de ceux qu'on a cessé de distribuer quand tout est passé au numérique et que tout le monde portait des caques au lieu d'ordre papier. Elle ne cherchait pas à faire une déclaration. C'était juste ce qu'elle avait pris dans le placard pour l'entraînement du week-end. Le courriel était simple, recherche volontaire civile. Expérience en logistique militaire souhaitée. Pas de salaire, repas fournis. Elle avait répondu parce qu'elle était entre 2 contrats de sous-traitance et que rester enfermée dans son appartement la rendait folle. Volontaire civil. Pas de grade. Pas de salaire. Pas de reconnaissance. Juste quelqu'un qui s'y connaît en matériel militaire et qui n'hésiterait pas à donner un coup de main lorsque la base manquait de personnel. À l'intérieur du dépôt de ravitaillement, des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes,
telles des guêpes furieuses. Des ombres crues tombaient entre les piles de MRE et les filets de camouflage pliés. L'air sentait le carton, la toile et ce mélange militaire si particulier de café et de désinfectant. Lena sortit son bloc-notes et parcourut la liste, bottes pointure 44, sac à dos, gants de travail, ruban adhésif du simple, rien de spécial. L'équipement qui permettait aux gens de survivre sans faire la une des journaux chez eux. Derrière le comptoir, un jeune soldat discutait avec son ordinateur, ses doigts tapotant les touches comme s'ils allaient riposter. Deux spécialistes près du casier à uniforme débattaient des marques de bottes avec l'intensité d'étudiants en théologie. Un bruit de dépôt normal. C'est alors qu'elle les entendit, trois sous-lieutenants debout près du casier à bottes, fraîchement sortis de l'école d'officiers, fiers de leur nouveau grade et sans aucune expérience du terrain. « Regardez cette veste », murmura l'un d'eux, assez fort pour faire entendre trois allées plus loin un Meyers, lisant le nom. Il avait joué au lacrosse universitaire, c'était évident. Son copain Ansley esquissa un sourire narquois, plus petit mais tout aussi suffisant. Un modèle de bonne volonté, vous croyez, s'exclama Torres en riant, trop bavard quand il était mal à l'aise. Elle l'a trouvé dans le grenier de son grand-père, sans doute. Ils enfilent de vieux uniformes et soudain, ils deviennent des héros de guerre. Ils se nourrissaient de la confiance de l'autre comme des requins flairant le sang. Lena continuait d'avancer, attrapant ce dont elle avait besoin sans perdre un instant et sans réagir aux commentaires qui flottaient derrière elle. Le soldat derrière la caisse semblait à peine assez vieux pour se raser, son nom était Collins, l'air d'un cerf pris dans les phares. « Bonjour, madame, dit-il en s'efforçant d'avoir l'air professionnel. Vous avez vos papiers ? Il parcourut son formulaire d'autorisation, puis fronça les sourcils en regardant son écran, comme s'il l'avait personnellement offensé. Le système indique qu'il vous faut une habilitation de service actif ou un code d'unité attribué. Lena fouilla dans son sac usé et en sortit la lettre d'autorisation, 3 pages, parfaitement formatée et signée par un officier de logistique du bataillon, tamponnée et scellée jusqu'à ce que chaque centimètre de papier semble submergé par la bureaucratie. L'employé le fixa, tournant chaque feuille comme si la réponse était griffonnée au dos. Il tapota son écran avec un désespoir croissant. Approbation manuelle requise. Le système ne me permet pas de passer outre. Je devrais peut-être contacter mon superviseur, mais il est à la réunion du matin. Sa voix s'éteignit, l'incertitude se lisant sur son visage. On le voyait presque peser le pour et le contre, essayant de décider lequel lui attirerait le plus de problèmes. C'est alors que le lieutenant Myers décida d'aider. Il s'approcha d'un pas nonchalant, arborant le sourire expert d'un officier persuadé d'avoir démasqué une fraude ou un sourire qui ne lui parvint jamais. « Laissez-moi jeter un œil, dit-il en attrapant le papier avec une autorité désinvolte, comme si personne n'avait jamais osé le lui refuser. Il leva la lettre à la lumière et l'inspecta à la recherche de filigrane. Plutôt convaincant, concéda-t-il, mais voyez-vous, on voit des gens essayer ça tout le temps, fausse lettre d'autorisation, renonciation expirée, n'importe qui avec une imprimante correcte peut falsifier des documents officiels. Le simple soldat oscillait avec inquiétude entre le devoir et la pression de son grade, son regard passant de Lena au lieutenant comme une balle de tennis attrapée en plein match. « Madame, dit-il enfin, la voix tendue, vous devrez peut-être revenir une fois que le quartier général du bataillon aura donné son feu vert. Ils sont généralement ouverts après 9 heures. » Lena hocha simplement la tête. Pas de discussion, pas de protestation, juste une acceptation silencieuse. Elle s'écarta et s'assit sur un banc métallique contre le mur du fond, posant sa liste de matériel sur ses genoux. Le banc était on ne peut plus inconfortable, un métal froid et inflexible qui transmettait la climatisation agressive du dépôt à travers sa veste. Mais elle avait attendu dans des endroits bien pires et pour des raisons bien plus urgentes. Tandis qu'elle s'installait, le lieutenant Ansley passa, la botte appuyée sur une chaise, tenant la conversation comme un conférencier sur les désastres de la mode militaire. « Et c'est un uniforme qui te va vraiment la prochaine fois », lança-t-il d'une voix porteuse. « Il y a des règles sur la tenue, même pour les civils. » Il n'attendit pas de réponse. Il ne s'agissait pas de discuter, mais d'établir une hiérarchie. Quelques officiers subalternes et un adjudant de l'approvisionnement nommé Patterson se rassemblèrent, riant tranquillement. « Tu vois ce patch » ajouta Myers en désignant d'un signe de tête les fils décolorés sur l'épaule de Lena. « Tellement usé qu'on ne sait même plus ce qu'il était. Je parie qu'elle a des histoires de missions secrètes dans des pays qui n'existent pas. » Patterson hocha la tête, une sympathie théâtrale dans le regard. Ils exhibent toujours une cicatrice et attendent qu'on leur offre une bière. Ce patch n'apparaît même pas sur Google.
Elle l'a probablement fabriqué elle-même en art et métier. Ansley se pencha, savourant la chute. Et il ne donne jamais de détails. Classé secret, à savoir absolument, ou mon préféré, si je te le disais, je serais obligé de te tuer. Il reste là, l'air mystérieux, laissant les autres compléter les blancs. Des rires résonnaient autour d'eux, des rires rassurants et réconfortants de la part de personnes dont le rang les protégeait de toute obligation de gagner le respect. Puis quelqu'un déposa un plateau de tasses de café fumantes, de type militaire, avec une telle force que le tintement des tasses coupa court au bavardage. Personne ne l'avait vu approcher. Il se tenait là, vêtu d'un uniforme de protection civile usé, les manches retroussées révélant des tatouages décolorés, une pointe de flèche Pathfinder sur un avant-bras, des ailes aéroportées sur l'autre, une chronologie des déploiements en spirale le long de son bras. Sur son ruban adhésif, on pouvait lire « RE » et en dessous, en lettres noires délavées, « JEN ». Les rires s'éteignirent instantanément. Le général de brigade Malcolm Rhee ne hocha pas la tête, ne dit rien, il prit simplement une 5e tasse de café noir intacte et s'éloigna, chaque pas mesuré et réfléchi, droit vers Lena. Elle resta immobile sur le banc, bien que quelque chose dans sa posture changeât, moins de tension, plus de reconnaissance, comme si elle venait d'entendre une fréquence qu'elle seule pouvait détecter. Le général Rhee s'arrêta à quelques mètres derrière elle, son ombre tombant sur ses épaules. « Le patch sur ton épaule », dit-il d'une voix basse mais lourde d'années de décisions qui ont sauvé des vies et y ont mis fin. Ces mots résonnaient comme un défi, chargé d'histoires non racontées. Lena tint bon, le regard droit devant elle, le dos redressé par ce réflexe de soldat. « J'ai commencé avec le 519e Echo à Black Dune, répondit-elle d'une voix calme et assurée. J'ai terminé à Crimson Ridge. Pour les témoins, ces noms n'étaient que des codes d'opération dénués de sens. Mais pour le général Rhee, c'étaient des coordonnées tracées dans le sang et le sable, preuve que les fils fantômes sur son épaule contenaient encore une histoire digne d'être entendue. Sa voix devint presque respectueuse. La plupart des gens pensent que ça n'a jamais existé au bon sang, la plupart des gens au Pentagone pensent que ça n'a jamais existé. Lena croisa son regard pour la première fois, sombre et fixe, le scrutant comme si elle évaluait la distance qui le séparait d'une cible. Ça a duré 7 ans, dit-elle simplement. Puis la moitié d'entre nous a été intégrée dans des unités fantômes. Les autres ont été débriefées et réduites au silence. Un silence chargé s'installa entre eux, pas gênant, mais de ce genre de silence qui en dit long, chargé d'une compréhension commune de missions qui n'ont jamais été consignées dans les rapports officiels. Derrière eux, le dépôt était devenu étrangement silencieux. Au milieu d'une phrase, même le chariot élévateur à l'arrière avait cessé de klaxonner. Crimson Ridge, murmura Rhee presque pour lui-même. Octobre 2011. On l'appelait Opération Ghostwalker dans les archives publiques. Ce n'était pas le vrai nom, répondit Lena à voix basse. Rhee se retourna brusquement, ses mots tranchant le silence comme une lame. J'ai besoin de la personne qui dirige ce centre, tout de suite. Le soldat derrière le comptoir manipula son scanner avec tant de maladresse qu'il tomba au sol. Les lieutenants se redressèrent, soudain très intéressés par le motif du carrelage. L'un d'eux murmura, réponse d'écho. Personne ne répondit, l'air lui-même était trop lourd de secret. Un sergent-major émergea du bureau, se déplaçant comme quelqu'un qui avait déjà entendu ce ton et qui savait que c'était sérieux. Il était bâti comme un tronc d'arbre, le genre de présence qui disait qu'il faisait ce travail depuis bien avant la naissance de ses lieutenants. Le général Rhee n'a pas perdu de temps en civilité. Sergent-major, voici le sergent-chef Lena Trujillo. Elle a servi au sein du 519e groupe d'intervention d'urgence, ECHO, dans le cadre des opérations Crimson Ridge et Black Dune. Le sergent-major baissa les yeux vers l'épaule de Lena, scrutant le contour décoloré du patch comme s'il lisait des hiéroglyphes. Son expression changea, non pas qu'il la reconnaissait, mais qu'il avait seulement entendu parler de quelque chose de chuchoté lors de briefings confidentiels, dans des dossiers expurgés. Cette unité appliquait le protocole triple noir, poursuivit Rhee, sa voix ferme résonnant à travers le dépôt. Document minimaliste, aucune couverture médiatique, déni opérationnel total. Mais je sais que cela existait parce que le 15 octobre 2011, sur la crête cramoisie, près de Kandahar, lorsque mon convoi a perdu son appui aérien et s'est retrouvé coincé dans une zone de destruction, Echo Response a lancé une interférence dans le ravin inférieur. Il y avait quelque chose d'intime dans son ton calme. Nous transportions des blessés suite à une attaque d'engins explosifs improvisés aux 3 véhicules, 57 personnes, aucune extraction possible. Les talibans nous avaient encerclés sur 3 côtés depuis des hauteurs. Nous subissions des tirs nourris et manquions de munitions.
Il regarda Lena droit dans les yeux. Echo Response est intervenu sans couverture aérienne, sans renfort, sans autorisation officielle. Ils ont détourné le feu de notre position, nous donnant l'ouverture nécessaire pour rompre le contact et atteindre la zone d'atterrissage. Le sergent-major se redressa. Compris, monsieur. Elle mérite tout notre respect et notre entière coopération. Si elle a besoin de matériel, nous le lui fournissons, pas de formulaire, pas d'attente, pas de questions. C'est un ordre direct d'un officier général. Oui, monsieur. La voix du sergent-major était d'une autorité absolue. Puis, s'adressant à tout le dépôt, il ajouta doucement, considérez ceci comme une directive permanente. Un lieutenant murmura, c'était l'une d'elles. Personne ne rit. Pour la première fois ce matin-là, rire semblait déplacé. Lena était restée silencieuse pendant tout ce temps, mais maintenant une sangle de sa vieille veste semblait plus légère, comme si le fardeau qu'elle portait depuis des années s'était allégé. Le général Ri la raccompagna lui-même au comptoir. Le même soldat qui avait haussé les épaules face aux exigences d'approbation des systèmes restait maintenant figé, manipulant son terminal comme s'il risquait d'exploser à la moindre erreur. Soldat, cette demande sera satisfaite immédiatement. Oui, monsieur, balbutia le jeune homme, les doigts effleurant le clavier. Il ne leva pas les yeux ni ne demanda d'autorisation supplémentaire, il se contenta de scanner la carte d'identité de Lena et de saisir des codes de dérogation jusqu'à obtenir le feu vert. Vous êtes prête, madame? Tout est approuvé. Un assistant se précipita à l'arrière et revint avec un équipement scellé, bottes neuves, système d'hydratation, gants, problème réglementaire, tout était en règle. Remettez l'équipement sur le comptoir à côté de vous, vous pouvez partir. Je l'apprécie, général, dit doucement Lena. Je ne vous rends pas service, sergent, répondit-il, je corrige un oubli. Le lieutenant Myers s'approcha, le même officier qui avait plaisanté plus tôt, semblant maintenant vouloir disparaître. Il se tenait à distance respectueuse, les mains jointes dans le dos. Madame, commença-t-il, les yeux baissés, je tiens à m'excuser pour tout à l'heure, je ne m'en étais pas rendu compte. Lena le regarda, sans colère, mais sans pour autant le laisser s'en tirer à si bon compte. Tu n'as rien demandé. Deux mots plus percutants que n'importe quel sermon, la simple vérité ne lui laissant aucun refuge. Il hocha la tête. Oui, madame. Elle ne sourit pas. Mais elle ne s'éternisa pas non plus. On s'en sort tous mal, dit-elle au bout d'un moment. La prochaine fois, peut-être que tu devrais demander d'abord. Oui, madame, répéta-t-il, cette fois avec un poids réel. Le général Ri adressa un dernier signe de tête à Lena et se dirigea vers la sortie. L'agitation habituelle du dépôt reprit derrière eux, mais l'énergie avait changé. Ce qui avait commencé par des moqueries se termina par un silence institutionnel et pour la première fois ce matin-là, la vieille veste sur les épaules de Lena Trujillo semblait parfaitement appropriée. Les portes s'ouvrirent en sifflant et elle replongea dans la chaleur géorgienne, équipement à la main, bottes sous le bras, sac d'hydratation sur l'épaule. Le soleil matinal était désormais plus haut, dissipant les dernières gouttes de rosée et annonçant une nouvelle journée torride. Derrière elle, le dépôt était déjà en pleine renaissance, numérique et culturelle. Au dîner du soir, tout le monde connaîtrait la femme à la veste délavée, véritable fantôme d'opération jamais officiellement menée. À mi-chemin du parking, elle entendit des bottes crisser sur le gravier à côté des siennes. Le général Ri avait emboîté le pas sans prévenir, s'adaptant à son rythme comme s'ils étaient de retour en patrouille dans un endroit inexploré. Ils marchaient dans un silence confortable, deux vétérans dans la douce chaleur matinale, le dépôt et ses leçons s'éloignant derrière eux. Au bord du parking, près de son camion, brûlant au soleil, il s'arrêta. Elle aussi. Ils restèrent là un instant, la chaleur du moteur miroitant sur l'asphalte, la vie de la base bourdonnant au loin. Il ne lui fit pas d'adieu théâtral ni ne la remercia une fois de plus pour une mission qui s'était déroulée plus de 10 ans auparavant. Il la regarda simplement avec un respect qui ne peut être ni simulé ni exigé, mais gagné par le sang et le sacrifice. Vous savez, dit-il doucement, il y a un exercice d'entraînement le mois prochain. Les opérations conjointes pourraient avoir besoin de quelqu'un ayant de l'expérience dans la gestion d'opérations d'interférence. Lena réfléchit à la question et ajusta la sangle de son sac. Un travail de consultante, un truc comme ça, répondit-elle. Si ça t'intéresse, dit-il. Elle jeta un coup d'œil vers le dépôt, où trois jeunes officiers passaient probablement la pire matinée de leur carrière militaire. Ce serait peut-être bien pour eux de travailler avec quelqu'un qui est déjà passé par là, dit-elle.
C'est possible, a-t-il convenu. Elle lui adressa un de ces petits hochements de tête qui en disaient plus que des mots. J'y réfléchirai, général. Rhys, corrigea Théil doucement, s'éloignant déjà. Elle le regarda s'éloigner pendant une seconde, puis se dirigea vers son camion, le matériel sur la banquette arrière, les vitres baissées, la poussière s'élevant des pneus tandis qu'elle démarrait. Pas de médaille, pas de cérémonie, juste la dignité retrouvée par quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait et c'était suffisant. Avez-vous déjà vu quelqu'un endurer le manque de respect avec une force tranquille? Pensez-vous que certaines unités militaires qui opéraient dans l'ombre méritent d'être reconnues? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et sonnez la cloche pour découvrir d'autres récits de bravoure méconnus. Et si quelqu'un dans votre entourage apprécie l'héroïsme discret, partagez-la avec lui. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine histoire.